Bien sûr, vécu autre chose. Et sachant cela, posez-vous la question, que ferait un ethnologue extraterrestre en visite chez nous? Si cette forme d'intelligence, malgré tout, est présente dans des ovnis sur notre petite Terre, ce serait quoi, dans cette hypothèse, leur but? Observer. Mais la Terre en observation, comme nous le ferions si nous avions les moyens d'aller dans l'espace, observer une planète qui porte la vie. On ferait en sorte de l'observer de façon à accroître nos connaissances, en veillant bien, en aucun cas à lui porter dommage, c'est-à-dire en évitant à tout prix le contact. Le contact, dans l'état actuel des choses sur Terre, comme le disait Sauval tout à l'heure, n'est pas possible. Malgré tout, il y a eu des contacts, enfin, il y a eu des contacts, il y a eu des témoignages. Oui, mais le phénomène a sa stratégie, il est furtif, il est discret, il est brouillé, hein, de façon à ce que tout contact comporte un côté absurde, incompréhensible, de telle sorte qu'il est rejeté par les médias et par l'opinion publique. Donc la mission se poursuit, la Terre est sous observation, et parce que si il n'y avait aucun contact, l'observation ne serait pas possible, mais le phénomène fait en sorte que le contact ne sera pas médiatisé. D'où la stratégie repose sur le brouillage. Jean-Pierre Petit, vous levez le doigt. Je voudrais vous donner mon opinion. Le phénomène OVNI, il s'identifie quand même à partir des années 45-47, dans l'après-guerre, comme ça. Et comme l'avait remarqué Velasco, enfin, il a vraiment insisté là-dessus, c'est justement au moment où on entre dans l'ère nucléaire. Et moi, je vais vous donner ma conviction. À partir du moment où une civilisation planétaire commence à toucher à l'atome, elle commence à toucher à des énergies, et elle est partie dans une espèce de compte à rebours qui va se terminer par le voyage extraterrestre, par la capacité de changer de physique, de faire des découvertes absolument phénoménales. Et on a des gens qui observent en disant, tiens, ça y est, ils sont entrés dans le club, on va voir. Alors, effectivement, il y a deux solutions. Soit on arrive à faire ce saut et on va rentrer dans le club des gens qui se connaissent, on a des voisins, on va les rencontrer, et puis peut-être qu'on arrivera à résister à ce choc culturel parce qu'on va découvrir des tas de choses. Soit alors, ça va nous exploser la figure, hein, parce que cette technologie, elle est extrêmement dangereuse, c'est tout. Elle sert à quoi aujourd'hui, concrètement, cette technologie qui est de plus en plus mise en œuvre? Pas tellement, on pense pas tellement au voyage interstellaire, que si, il y a quand même, on essaye d'aller sur Mars, on essaye d'aller découvrir. C'est surtout la guerre. Regardez par exemple le livre Revenir en secrète américaine. Moi, c'est ce que j'ai entendu à Brighton. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Des armes. C'est ce qu'ils avaient dans la tête, c'est tout. Et je vous dis, l'incidence qu'a eu le fait qu'ils aient pris le sujet OVNI au sérieux, c'est formidable. On va pouvoir faire des armes avec. Exactement, ils m'ont dit ça naïvement. Des torpilles hyper violeuses, tout ce qu'on veut. De l'intox avec les Russes pendant 1 an et demi dans les années 72-74. Parce que oui, il y a eu des gens qui se sont plaints d'avoir eu des contacts, d'avoir été enlevés. Bon, alors ça, c'est aussi le témoignage humain. C'est encore un sujet alors qu'on pourrait faire une émission entière. Il y a eu un psychiatre américain qui s'est intéressé très fortement à ça. John Mack. Et si vous voulez, sans valider la valeur du récit, c'est que ces gens-là avaient subi un choc très très important au niveau émotionnel, au niveau physiologique, et les gens qui ont suivi des grands traumatismes ou des grands chocs, il y a un marqueur. Après, les gens qui sont psy le retrouvent. Bon. Et ces gens-là avaient tous cette espèce de marqueur d'une immense émotion, d'une immense trouille, d'un traumatisme. D'un traumatisme, donc il était là. Donc sans valider le récit, que c'était des extraterrestres ou pas, c'est qu'eux, ils avaient vécu une expérience qui était quand même assez extraordinaire, quoi. Donc, quoi qu'ils aient vécu, ils en sortaient pas du tout indemnes. On peut comparer ça avec les expériences de mort imminente qui avaient fait l'objet d'une émission avant. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait que les gens qui ont vécu cette expérience en sortent complètement changés. Alors Jacqueline, vous parliez de désinformation, et bien justement, retour sur un événement qui s'est passé à Phoenix, aux États-Unis, en 1997, où un objet volant non identifié a été vu par des centaines de personnes. Voilà comment a été traitée l'information. Que s'est-il passé le 13 mars 1997 dans le ciel de Phoenix aux États-Unis? De nombreux habitants de la région ont été témoins d'un phénomène toujours inexpliqué aujourd'hui et qui reste l'un des plus marquants de l'histoire du phénomène OVNI. Ce soir-là, vers 22 h, 10% des habitants de l'Arizona disent avoir vu la même chose. Une formation de lumière en V, large de plusieurs kilomètres, qui a traversé silencieusement l'Arizona. Certains n'ont pas hésité à prendre leur caméscope pour filmer la scène. Figure this one out. There's a double. There's a third one. Hey, Sue? All right, you tell me what it is. Oh, what do we got? Hey, Sue!
Oh my God. Oh. The time is about 10 o'clock, Sue? Yes. 10 o'clock, March 13th, Thursday night. Le sujet prend une grande ampleur. La mairie reçoit un nombre incalculable d'appels et les médias relayent largement l'information. Pourtant, le gouvernement décide de tourner l'affaire en dérision lors d'une conférence de presse 3 mois plus tard. Maintenant, je demande à l'officier d'escorter l'accusé dans cette pièce afin que nous voyions tous le coupable. Ne le mettez pas trop près de moi. Que s'est-il réellement passé cette nuit du 13 mars 1997 au-dessus de la ville de Phoenix? Est-il plus facile de nier ou de tourner au ridicule ce que nous ne sommes pas capables d'expliquer? Alors voilà, politique énorme de désinformation, on tourne clairement l'affaire au ridicule. Patrice Desmazeries, je sais que vous êtes allé également à Phoenix, menez votre enquête. Réaction par rapport à ça? Non, ce qui est surprenant sur ce qu'on vient de voir, c'est le témoignage du gouverneur, justement, qui tourne un peu l'histoire au ridicule. Mais aujourd'hui, il est revenu complètement sur ses déclarations. Il a avoué que lui aussi avait vu quelque chose de particulièrement étrange du fond de son jardin, où il était posté à ce moment-là, et qu'il a fait cette déclaration principalement, justement, pour rassurer la population. Et donc, si un gouverneur aujourd'hui américain reconnaît lui-même que ces objets ont... Enfin, que lui les a vus, ce qui prouve bien qu'il s'est passé quelque chose d'étrange dans le ciel à Phoenix à ce moment-là. La position de l'armée américaine est très simple. Pour elle, ce sont des flares. Des flares, c'est des leurres lumineux que lâchent les avions. Et ces leurres lumineux, c'est vrai, quand ils tombent de nuit, peuvent donner une impression, quelquefois, d'observer des... Il y avait une géométrie parfaite, là, parce que ça voilà, pourrait être aléatoire. Ce qui est un peu troublant par rapport à des flares, c'est que normalement, en général, comme il y a une lumière qui se dégage derrière, on voit comme si on voit une traînée, on voit des petits parachutes qui maintiennent. Et ça reste pas de manière complètement géométrique pendant plusieurs minutes, quoi. Donc on essaye de trouver une explication à ce qui, ce qui aurait été intéressant, c'est parce qu'il y a quand même plus de 700 témoignages là-bas de citoyens américains. Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est qu'il y ait une enquête officielle menée, comme toujours, et ça n'a pas été le cas. Donc ce sont des témoignages avec des personnes à chaque fois qui ont vu quelque chose d'assez énorme. Certains parlent de choses qui ont la taille d'un terrain de football, donc c'est quelque chose d'assez fort. Parce que là, on voit une vidéo comme ça d'assez loin, mais des personnes qui ont une sensation physique de l'objet qui passait au-dessus d'eux quand ils le voyaient, quoi. Donc, sans voir le contour sans arriver à voir le contour total, quoi. Alors, Christelle Seval, on se rend compte aussi dans les témoignages qu'il y a des contacts répétés. Certaines personnes vont bizarrement voir plusieurs fois, vont être témoins plusieurs fois de phénomènes. Est-ce qu'on a une explication par rapport à ça? Effectivement, on a constaté dans les témoignages, à la fois les témoignages d'abduction, c'est-à-dire d'enlèvement, et à la fois les témoignages d'observation visuelle, on a souvent remarqué que les témoins, en fait, n'en étaient pas à leur première observation et que c'était récurrent dans leur vie. Et on a beaucoup de mal, en fait, à dissocier, je dirais, les ovnis de phénomènes plus généraux qu'on pourrait classer dans le paranormal. Parce qu'en général, ces témoins-là, lorsqu'on les interroge, ont une vie tout à fait passionnante et il leur est arrivé des tas de choses qu'on classerait, nous, aujourd'hui, dans le paranormal. Donc on a l'impression qu'en fait, les gens qui ont des observations rapprochées ou des visions particulièrement fortes ont des aptitudes psychosensorielles qui les amènent à voir beaucoup d'autres choses bizarres aussi dans leur vie. Donc il y aurait des individus un peu prédisposés à voir ou en tout cas à observer ces phénomènes. Si on écoute les témoignages, oui. Par exemple, les abductions, quand on fait des régressions sous hypnose pour essayer de refaire ressortir dans la mémoire des abductés ce qui s'est un petit peu passé, on se rend compte souvent qu'ils ont été abductés depuis leur enfance. Et que c'est récurrent chaque année, enfin, on arrive à des nombres incroyables d'enlèvements. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, le témoignage, lui, il est sincère et il est vrai.
Écoutez, je pense que cette émission arrive à son terme. On va faire un petit tour de table.